Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver, c'est vendredi, on est en forme, on est très prêt, on est prêt. Voilà, on est prêt. Enfin, pas tout à fait. Je vous expliquerai plus tard. On n'est pas tout à fait prêt. Ma chère Cécile, oui. Que vous tardiez comme ça quand vous savez que René Chiche est là. Bah justement, c'est vrai. C'est pour pas tomber amoureuse. Moi, en face de lui, mieux je me porte après. Après, je souffre tout le week-end, donc c'est compliqué pour moi. C'est sympa ça. En tout cas, sympa, mais ça va pas durer. Vous le savez, René Chiche, que ça va pas durer. J'ai l'habitude. L'espoir fait vivre. En tout cas, on est ravis de vous retrouver au 0826 300 300 jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va extrêmement bien. Mais vous aussi, je vous sens en pleine forme, une forme printanière, contrairement à la météo du week-end. Absolument, je suis emmêlée, totalement emmêlée dans mon casque. Avec les fils de votre casque. Non, il faudra m'expliquer quelque chose un jour. C'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Il faudra m'expliquer. Tous les Français, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent vont vivre la même chose. Vous avez des écouteurs. Tous les soirs, vous les rangez tranquillement dans une petite boîte. Le matin, vous les reprenez, ils sont tout emmêlés. Vous pouvez m'expliquer? Peut-être que certains auditeurs ont acheté des AirPods. Bon, ça va, allez, je vous laisse. Vous m'énervez. Il n'y a pas d'AirPods. Le modernisme. Les écouteurs sans fil. Il n'y a pas de budget AirPods. Allez, après toutes ces considérations hyper intéressantes, le sommaire de cette émission, à 17h30, des responsables de l'équipe Quotidien vont être auditionnés à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Audition de l'animateur Yann Barthès, d'un de ses chroniqueurs et de sa productrice à la demande du RN, le parti que l'émission de TMC assume ne pas inviter. La commission d'enquête sur les fréquences TNT avait déjà auditionné des responsables et animateurs de C8 et CNews ces derniers jours. Alors parlons vrai, est-ce que les indignations sont à géométrie variable dans ce domaine? Est-ce que, en s'en prenant à CNews, certains ne risquent pas de voir le vent du boulet revenir vers eux? Et trouvez-vous que toutes les opinions sont représentées dans les médias français? Et à cette question, faut-il faire un audit du pluralisme dans tous les médias? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parlera avec Thomas Ménager, député RN du Loiret. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. La Bosnie-Herzégovine a encore du chemin à faire avant d'intégrer l'Union européenne. Mais c'est un grand pas qui vient d'être franchi jeudi avec le feu vert donné par les dirigeants des 27 à l'ouverture de négociations d'adhésion avec les pays du Balkan. Et puis pour autant, sachez quand même qu'il faudra des années de procédure avant une éventuelle adhésion. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous c'est le moment de lancer des négociations d'adhésion alors que l'Europe n'est pas particulièrement populaire chez les peuples? Est-ce que, alors que ça marche déjà difficilement à 27, il faut encore élargir le nombre de pays? Est-ce qu'on a les moyens d'intégrer de nouveaux pays, surtout des pays pauvres comme la Bosnie? Faut-il encore élargir l'UE? À cette question, vous dites non à 98% sur Twitter. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et notre invité pour commenter avec nous et nous en parler, c'est Sandrine Gaudin, responsable du laboratoire des idées de Mouvement Européen France, vice-gouverneure de la Banque de développement du Conseil de l'Europe et ancienne secrétaire générale aux affaires européennes du gouvernement. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Parfois, pour donner le nom des invités et leur métier, en tout cas leur titre, c'est toujours très long. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça, c'est bien. Oui, vous pourriez rajouter beaucoup de choses, ma chère Cécile. Oui, magistrat honoraire. Épris de l'animatrice, oui. Ami de l'animateur qui fait les calembours, ami des chroniqueurs. Admirateur même des chroniqueurs. Voilà, c'est ça. Et moi, je plein de choses. Président, c'est un peu léger. Je verrais bien empereur de l'Institut de la Parole. Oui. Comme mais Napoléon. Son Altesse Sérénissime. Non, mais on commence dans l'hyperbole et ça s'arrête pas. On en veut toujours plus. Le problème, c'est que ça monte, ensuite ça descend très fort. C'est ça qui est terrible. René Chiche, directeur des rédactions. René Chiche, virgule, un talent. Puisque vous dites que c'est trop long, vous dites René Chiche, un talent. D'accord. Vous allez révéler votre talon d'Achille. Un talent, 3 petits points. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Non, c'est bon. Allez. Il vous impose maintenant. Non, mais je laisse parce que franchement, vous savez, les cas sociaux, faut leur laisser la possibilité de parler. Ça me fait du bien d'avoir des... J'ai peur, ça va tomber sur moi après. J'attends mon tour. Michael Sadoun, notre chouchou, chroniqueur et consultant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est ça.
stratégie Le et jeune Sadoun. communication. Le jeune Sadoun. Bien sûr. Que j'aime beaucoup en plus. Chroniqueur également, expert de la laïcité selon certains plateaux télé. Et voilà, c'est ça. Ah, mais dis donc, ils en disent des bêtises sur les plateaux télé. Allez, 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue. C'est Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue, vous allez nous parler de quoi mon cher Frédéric? Je vais vous parler d'un sujet très sympathique, c'est avant d'aller admirer les cracks du sport aux Jeux Olympiques, nous avons le retour du crack à la porte de la Villette. Ah oui, sacré sujet. Vous bougez pas, on revient dans un instant. En attendant, on écoute notre message sur le répondeur. Oui, bonjour Fabrice. Pour pouvoir envoyer l'armée dans les cités, il faut être capable d'accepter qu'il y aura des morts et qu'on soit conscient qu'il va falloir faire un déni de démocratie pendant quelques temps, comme ce qui s'est passé au Salvador, quand il y a une vraie volonté politique de redresser la situation, d'arrêter les cartels, d'arrêter les voyous, d'arrêter d'honorer la voyoucratie et de remettre en avant et d'honorer les gens qui sont au service de la nation, les policiers, les gendarmes, les médecins, les professeurs, les infirmiers, tous ceux qui passent leur vie dans le but de servir et d'aider la collectivité. Honorons ces gens-là, mais donnons-leur les moyens. Arrêtons de leur mettre des bâtons dans les roues. Merci. Philippe Bilger. Le Salvador a réussi à rétablir l'ordre d'une manière impressionnante. Mais au risque de vous décevoir, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là en France tout de même, parce que je pense qu'il est possible de corseter notre état de droit d'une manière qui restera encore un peu civilisée. Il faut qu'il change, mais pas pour aller forcément vers l'Équateur. Non, le Salvador. L'Équateur, c'est un peu plus au sud. Pardon. René Philippe Bilger m'a un peu devancé. Je crois pas qu'il faut absolument prendre aujourd'hui comme référence le Salvador. Ça donne des résultats. Non mais d'accord, mais enfin oui, ça donne des résultats, mais enfin on va pas prendre comme référence le Salvador. J'ai vu comme vous les prisons, etc. Effectivement, les privations, etc. Mais je pense pas qu'en France on doive en arriver là. Je pense qu'on peut arriver à un peu plus de sécurité, certes, mais avec plus de moyens, plus d'organisation, mais pas en utilisant des moyens aussi pour moi extrémistes que ceux du Salvador. Mickaël Sadoun. Si on était dans la situation du Salvador, je serais pour faire exactement comme le Salvador, mais réflexe de techno, peut-être, j'ai tendance à voir les politiques publiques en termes de coût-bénéfice. Donc actuellement, il me semble que faire la même chose que le Salvador nous coûterait plus que ce que ça nous rapporterait. Bon. Il me semble qu'on peut passer par une méthode un peu plus douce, même si évidemment je comprends le propos de l'auditeur et je pense que beaucoup en France sont nombreux à penser comme ça. C'est-à-dire que ça va se terminer par des violences et il faut assumer l'affrontement maintenant avant qu'il ne soit trop tard. On a compris que pour vous, le Salvador, c'est pas le Pérou. Oh. Il attendait de faire sa blague. Que vous l'avez enrichi. Sur un sujet dramatique. C'est fou. Il peut pas s'empêcher. Moi j'aime bien. Ben voilà. Mais oui. Moi je suis franc. Oui, mais vous léchez dans le sens du poil. Je ne laisserai jamais Philippe. Parce que vous la pensez réaction au surtout jeu. du jingle était très rapide, c'était très bien fait. Bah oui, très René, il pense au jeu. Monsieur, je suis c'est un père ça. et un grand-père, donc ne dites pas que je vais lécher Philippe, s'il vous plaît. Allez, Dans le sens du poil. les amis, Frédéric est avec nous pour le retour des dealers et des consommateurs du crack à la Villette, ce qui est un sacré problème quand même. Oui, un sacré problème et une image totalement déplorable que l'on puisse donner à quelques mois, je dirais, de l'encadrement des Jeux Olympiques, mais sans parler même des Jeux Olympiques, des personnes qui habitent dans le quartier, de l'insécurité qui est revenue, de la non-possibilité des personnes de pouvoir circuler, sans compter, je dirais, les commerces qui en souffrent, qui sont limite en train de fermer, et le prix des appartements qui chute pour toutes les personnes qui habitent dans le quartier. Donc c'est compliqué. On assiste à un retour des vendeurs de crack, et je pense que là, il faut mettre des mesures d'urgence à deux niveaux. Un, pour endiguer la vente de la drogue, et deux, bien pour soigner ceux qui sont malheureusement atteints de cela, et pourquoi pas renvoyer les personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui consomment ce genre de stupéfiants. Difficile de gérer ce problème. Notre auditeur est plein de bon sens, il a totalement raison. Répression, renvoi et soigner. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur, mais ce qui est incroyable, c'est que cette situation, quand même, dure depuis des années. Ouais. Moi, je suis encore. En plus, je suis passé dans ce quartier il y a à peu près 2 semaines, et c'est vrai que pour la première fois à Paris, moi qui suis un pur Parisien, j'ai eu peur.
J'ai peur parce qu'on voit des gens, des gens qui rappellent d'ailleurs maintenant certains quartiers de Los Angeles ou des de zombies, San Francisco. Parfois ce sont des zombies. Vous avez vu, ce sont des zombies. On est vraiment comme à Marseille, ça s'en va et ça revient. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi il n'y a aucun moyen vraiment pour mettre hors d'état de nuire ces gens quand même. Et personne ne fait rien. On les voit tout le temps. Bah déjà, il faudrait les soigner. Parce que certains, c'est compliqué de sortir du trac. Très court. Frédéric. Très court. Moi, je pense que la solution passera pas par la multiplication des policiers sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de causes en amont et qu'il faut vraiment traiter. Voilà. Frédéric, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir jusqu'à. Bon client pour le qui c'est qui l'a dit. Bon client. Vous aimez le qui c'est qui l'a dit, mon cher Frédéric? Moi, mais bien sûr. Puis en plus, vous avez un journaliste de talent qui est un jeune journaliste qui est passé sur CNews tout à l'heure. Vous parlez de qui? déjà jeune, je vois pas. Journaliste, j'ai un doute. Et talent. Oui, mais je suis pas basé sur CNews. Excellent. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisiteur du procureur. Je déteste les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Et moi j'adore René Chiche. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du vendredi avec nos amis vraies voix, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, salut Cécile, le talent est avec nous, et Mickaël Sadoun. 0826 300 300, ce numéro si vous voulez bien entendu commenter l'actualité. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Du veto de la Russie et de la Chine au cessez-le-feu proposé par les États-Unis à Gaza, de la démagogie selon Emmanuel Macron après le rejet du CETA par le Sénat, et puis du maire d'Agde dans l'Hérault, envoûté par une voyante pour faire embaucher ses proches à la mairie ou l'agglo. En 3 mots, ça donne veto, démagogie et voyante. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous qui êtes un modèle de moralité, monsieur le procureur, vous les requérir contre ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Oui, et paradoxalement, je veux défendre les politiques. Parce que... on constate tous dans la vie que beaucoup de gens ne tiennent pas leurs promesses. Que ce soit dérisoire ou important, où il y en a certains qui sont plus subtils, ils disent des choses pour se débarrasser de certaines personnes, ils savent qu'ils ne tiendront jamais leurs promesses. Et moi, je déteste les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Et j'ai envie de défendre les politiques parce que à eux, je leur trouve des excuses. Lorsque des présidents de la République ne tiennent pas leurs engagements, c'est pas toujours à cause d'une mauvaise foi structurelle, c'est parfois à cause de l'enflure des campagnes qui promettent de manière surabondante des choses qui ne pourront pas être tenues, mais c'est surtout parce que lorsqu'ils deviennent présidents, ils sont affrontés à un réel qui va forcément donner l'impression aux citoyens qu'en réalité, ils trahissent des engagements, alors qu'ils ne les trahissent pas, ils ne pouvaient pas les incarner. Donc je défends un peu les politiques et je déteste dans le privé les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Et ne croyez pas qu'on regarde... Non, parce que René qui dit qu'il a du talent, là il exagère un peu, mais il tient ses promesses. Voilà. Mickaël Sadoun. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Je peux comprendre que le job d'homme politique ne soit pas si facile que ça, mais Philippe Bilger en substance dit s'ils ne tiennent pas leurs promesses, c'est pas qu'ils en font pas assez, c'est qu'ils en ont dit trop. C'est peut-être un peu leur tort aussi. Après, il y a une surenchère électorale, je veux bien, et qui est demandée d'ailleurs par le public et par nous les électeurs. Ça doit passer aussi par une responsabilisation pour moi des citoyens qui ne doivent pas croire dans n'importe quoi non plus, mais globalement, je peux pas dire que j'ai une immense confiance en général dans la parole politique, non. Oui. Pas très long. Très court. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Effectivement, parfois, les hommes politiques ne peuvent plus tenir leurs promesses en fonction ensuite de la situation, de la réalité. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher parfois, c'est dans un autre domaine, c'est que parfois, ils mentent. C'est ça la différence. C'est pas qu'ils tiennent pas leurs promesses. Des fois, ils mentent non seulement sur leur action,
On l'a vu parfois durant le Covid, etc. Il y a eu certains mensonges sur la situation, etc. Autre chose. Oui, non, mais justement, non, mais absolument, c'est pour vous dire que... Là, ils sont au pouvoir. Oui, mais c'est très difficile. oui, mais parfois, les hommes politiques mentent aussi au niveau de leur vie personnelle. Ah, Ça, c'est encore autre chose. Non, ça, c'est pas grave. Vous aussi, vous avez menti. Vous deviez ramener des chocolats. Allez, vous l'avez pas fait. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont veto, démagogie et voyante. La proposition américaine de cessez-le-feu rejetée à l'ONU, la Russie et la Chine ont mis leur veto. Mettre dans le même sac tous les accords commerciaux, c'est de la démagogie. La réponse d'Emmanuel Macron aux sénateurs qui ont rejeté hier le CETA entre l'Union européenne et le Canada. Et puis le maire d'Agde dans l'Hérault, mis en examen, incarcéré. Une voyante guérisseuse l'aurait envoûté par téléphone pour obtenir des avantages, dont l'embauche de 5 proches à la mairie ou l'agglomération. Les vraies voix Sud Radio. C'était une première de la part de la diplomatie des États-Unis, mais la proposition de cessez-le-feu à Gaza n'est pas passée. 11 votes in favor, 3 votes against. 11 voix pour, 3 contre, parmi lesquels la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, dotés du droit de veto. Cessez-le-feu rejeté. Pendant ce temps, Tony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en visite chez son allié israélien pour tenter de le convaincre d'éviter une offensive terrestre sur la ville surpeuplée de Rafah, avec cette fin de non-recevoir d'ores et déjà du Premier ministre israélien. Nous n'avons aucun moyen de vaincre le Hamas sans entrer à Rafah et sans éliminer les bataillons qui sont restés. J'espère le faire avec le soutien des États-Unis. Mais s'il le fallait, nous le ferions seul, répond Benyamin Netanyahou. Le deuxième mot, démagogie. Emmanuel Macron déplore le vote des sénateurs contre le CETA. Le chef de l'État s'en est pris à Bruxelles aux socialistes et LR qui rejettent au Sénat un accord négocié et signé par des gouvernements issus de leur rang, accord défendu par Emmanuel Macron. Est-ce que le CETA est bon ou mauvais pour notre agriculture ? Regardez les chiffres, le rapport est extrêmement clair. Il est très bon pour le lait, il est très bon pour le fromage, il est très bon pour le vin, il est très bon sur toutes les catégories clés. Et là où il y avait des risques, parce qu'on a mis les clauses miroirs, il y avait une crainte sur le bœuf, elles ont été inhibées. Donc c'est un très bon accord. Et on a de la chance d'avoir des partenaires fiables, loyaux, qui croient dans notre relation au Canada. Parce que ceux qui pourraient prendre des résolutions contre le CETA, ce seraient les Canadiens avec nous. Et donc je veux ici qu'ils sachent quand même qu'on est des gens sérieux. Mettre dans le même sac tous les accords commerciaux, c'est de la démagogie. Le président Macron tout à l'heure à Bruxelles notait que sur un tout autre sujet, il s'en est pris aux responsables russes après cette interview du président de la Douma, le Parlement russe, sur BFM. Piotr Tolstoï avait fait référence à l'homosexualité de Gabriel Attal. Regardez votre gouvernement. C'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là gouvernement. Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel. Je fais référence qu'aujourd'hui la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Piotr Tolstoï qui lors de cette interview a aussi dit vouloir tuer les soldats français qui se rendraient en Ukraine. Réaction lapidaire du président Macron interrogé sur ses propos. Je ne vais pas rentrer dans des séries de commentaires et de réponses. Je pense que leur indignité suffit à ne pas les commenter. Simplement vous dire mon étonnement d'une telle nervosité et d'un tel manque de nerfs chez les responsables russes. Ça en dit long sur la situation collective des dirigeants de ce pays. Le président Macron qui depuis Bruxelles s'est aussi exprimé sur le déficit 2023 de la France, déficit qui pourrait être supérieur d'une vingtaine de milliards aux estimations du gouvernement. Il faudra compléter l'effort budgétaire, affirme le chef de l'État. Il laisse entendre que ça devrait concerner les dépenses sociales et les collectivités locales plutôt que le budget de l'État. En bref, ces nouvelles expertises ordonnées par la justice 40 ans après la mort du petit Grégory. De nouvelles expertises ADN mais aussi vocales à partir des fameux messages de menaces laissés à l'époque sur le répondeur des parents Villemain. Nous serons avec leur avocat dans les vraies voix à 18h10. Et puis votre dernier mot, c'est voyante, avec une histoire rocambolesque à Agde. Le maire LR de cette ville de l'Hérault, mis en examen, incarcéré pour corruption et prise illégale d'intérêt. La justice lui reproche d'avoir été piégé puis corrompu par une médium guérisseuse, annonce le procureur de Béziers. Elle prenait une voix rauque, masculine au téléphone pour faire croire à ses interlocuteurs, dont le maire, qu'il communiquait avec l'au-delà. Bon, ça c'est pas un document authentique, c'est cas dans le livre de la jungle, mais pour en revenir à Agde, par ce biais, en piégeant des personnes dont le maire, notre voyante, aurait obtenu de nombreux avantages, dont l'embauche quand même de 5 proches à la mairie ou à l'agglo, parmi lesquels son propre mari, embauché en qualité de directeur des services techniques. Elle a elle aussi été entendue évidemment par la justice. C'est totalement hallucinant, cette histoire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat du jour, les auditions devant la commission d'enquête à l'Assemblée
l'Assemblée nationale sur le renouvellement des fréquences de TNT continue. Au cœur des discussions, le débat sur le pluralisme médiatique, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que les indignations sont à géométrie variable dans ce domaine? Est-ce qu'en s'en prenant à CNews, certains vont voir le vent du boulet leur revenir en pleine face? Trouvez-vous que toutes les opinions sont représentées dans les médias français? Et à cette question, faut-il faire un audit du pluralisme dans tous les médias? Vous dites oui à 86%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Thomas Ménager est avec nous, député RN du Loiret. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le député. Faut-il obliger les partis politiques à se rendre sur les plateaux qu'ils boycottent? La vraie question, c'est surtout d'obliger les chaînes à inviter tous les partis politiques, toute la classe politique, et ne pas choisir parce que ces chaînes disposent de fréquences TNT et donc doivent être représentatives de l'ensemble des Français. Je pense que la vraie question, c'est celle-ci. On en parle dans un instant. 0826 300, vous avez la parole jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix tous les jours de 17h à 19h. Grâce à vous, l'audience monte. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder, à nous reprendre sur les plateformes. On vous incite bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube, puisque là, on va bientôt passer le 1 million. Et on vous en remercie, c'est grâce à vous. Avec René Chiche aujourd'hui, Mickaël Sadoun et Philippe Bilger, bien entendu. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et des responsables de l'émission Quotidien vont être donc auditionnés à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Audition de l'animateur Yann Barthès, l'un des chroniqueurs et sa productrice, à la demande du RN, partie de l'émission que TMC assume de ne pas inviter. La commission d'enquête sur les fréquences TNT avait déjà auditionné des responsables et animateurs C8, CNews ces derniers jours. Alors parlons vrai, est-ce que les indignations sont à géométrie variable dans ce domaine? Est-ce que, en s'en prenant à CNews, le retour de bâton ne risque pas de revenir à la puissance 10? Trouvez-vous que toutes les opinions sont représentées dans les médias français? Faut-il faire un audit du pluralisme dans tous les médias? Vous dites oui à 86%. Appelez-nous, réagissez au 0826 300 300. Et on va en parler avec Thomas Ménager, député RN du Loiret. Bonsoir, monsieur le député, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, au petit tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Tout le monde avait compris, à la suite de la décision de l'Arcom, du Conseil d'État, que évidemment ça allait, malgré le désir d'éradication de Christophe Deloire, qu'au contraire ça allait favoriser une mise en examen au sens banal de l'ensemble des médias publics. Et c'est ce qui se passe, et je suis très heureux de savoir que Yann Barthès va être convoqué devant cette commission que je qualifierais pour ses précédentes prestations de commission d'inquisition, et qui sera probablement plus tranquille avec lui. Mais ce qui m'intéresse, et tout à l'heure monsieur le député nous donnera son avis, je suis curieux d'entendre l'argumentation de Yann Barthès, parce que je me demande s'il ne va pas se réfugier derrière la réglementation officielle avant, mais même s'il le faisait, je crois qu'aujourd'hui on aurait le droit de discuter le déséquilibre absolu qui existe dans une émission de divertissement quand elle décide de ne pas inviter un candidat qui représente la bagatelle d'un second tour de 40% du peuple français. C'est intéressant d'entendre Yann Barthès le moment venu. René Chiche. Oui, alors moi d'abord j'approuve totalement le choix du monsieur le député de convoquer Yann Barthès, son éditeur et son chroniqueur, et sa productrice. On en a d'ailleurs parlé il y a 2 semaines. On avait dit que ça serait normal que Barthès soit convoqué comme l'a été Hanouna et les journalistes de CNews. C'est tout à fait normal. Absolument. D'ailleurs, je ne comprends pas, entre parenthèses, pourquoi la direction de TF1, il ne faut pas oublier que Barthès travaille pour TMC, qui est une filiale de TF1. Pourquoi depuis autant de mois, la direction de TF1, je parle non seulement de Rodolphe Velmer, le PDG du groupe, mais aussi, pourquoi pas, Martin Bouygues, n'est pas dit à Yann Barthès, ou fait dire à Yann Barthès, cher Yann Barthès, tu dois, quoi qu'il en soit, inviter des gens du Rassemblement national. Et monsieur le député, je ne suis pas sympathisant. Il boycotte Reconquête aussi. Oui, absolument. Je le dis par honnêteté. Et je ne suis pas sympathisant, comme vous le savez, de Reconquête ou du RN, mais ce sont des gens qui ont des élus. En l'occurrence, le RN en a beaucoup. Donc c'est normal. Donc je trouve cette démarche très bien. Et mais en même temps, je comprends pas pourquoi si Vincent Bolloré a été convoqué, pourquoi la commission ne convoque
convoquerait pas aussi Martin Bouygues pour voir si dans son groupe il y a une certaine pluralité ou pas. Et dernière chose, par contre, moi je crois quand même que sur l'ensemble des médias, on parle des médias audiovisuels en l'occurrence, Absolument. Moi je crois quand même, il y a quand même un pluralisme. Je pense quand même toutes les couches de la politique sont représentées. Mickaël Sadoun. D'abord, moi, je félicite Monsieur Ménager d'avoir convoqué Yann Barthès. Je pense que c'était une nécessité vitale pour cette commission. Je suis ravi qu'il rende des comptes parce que il faut rappeler à nos auditeurs que s'il y a manque de représentativité sur CNews, elle est subie parce que certains élus boycottent la chaîne, alors que chez Yann Barthès, ce manque de représentativité est choisi. Donc la démarche n'est vraiment pas la même. Ensuite, ça a fait en sorte que cette commission ne soit pas qu'un pur règlement de compte avec Vincent Bolloré, ce qui est quand même pas mal et un peu un honneur pour cette commission qui, sous l'effet de M. Saint-Toul exclusivement, est en train malheureusement de se déshonorer. Ensuite, derrière ça, il y a quand même un problème plus profond. Je ne sais pas si on sera amené à en reparler dans le débat ou si après ça va passer rapidement. Mais il y a quand même la question de choisir entre le pluralisme interne et externe des médias. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu, mais si on demande à tous les médias de respecter une parfaite équivalence des partis politiques, un équilibre total. On va niveler en fait les médias qui vont finir par tous se ressembler. Personnellement, j'y suis défavorable. Je suis favorable à ce qui est plutôt un pluralisme externe, c'est-à-dire que les médias, par leur choix de recrutement, de traitement des actualités, de hiérarchisation de l'information, vont se différencier entre eux et qu'ensuite, nous, les consommateurs, les auditeurs, on puisse choisir ça comme on veut. Après, évidemment, il y a un cadre dans lequel il faut s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'actualité d'une manière un minimum honnête et que les chaînes acceptent d'inviter plus ou moins tous les partis politiques, ce qui me semble à peu près la normalité. Mais en dehors de ça, moi, je ne serais pas pour niveler toutes les chaînes de télé entre elles. Ouais. Thomas Ménager, vous êtes député RN du Loiret. Est-ce que quelque part, on n'a pas ouvert une boîte de Pandore en voulant rentrer, on peut dire ça comme ça, en voulant taper sur CNews, et que maintenant vous avez demandé quotidien, mais qu'on risque de demander aussi la même chose pour le service public, par exemple? Ça serait logique, c'est-à-dire que ça a été dit à l'instant, nous ce qu'on veut aussi c'est un peu honorer le travail parlementaire qui a été sali par Monsieur Saint-Toul et par la France Insoumise, qui n'a pas fait une vraie commission d'enquête sur un sujet de fond, mais qui a fait une sorte de procès de Moscou, de prud'homme, peut-être pour venger Monsieur Boyard, en convoquant et en attaquant surtout C8 et CNews. Et c'est vrai que nous apparaissait impensable de terminer cette commission d'enquête après avoir entendu tous les dirigeants, notamment de C8, de CNews. Nous avons eu aussi le service public, Madame Ernotte, qui ont confirmé inviter l'ensemble de la classe politique et ne pas avoir en commission d'enquête les seuls qui ont affirmé publiquement, avec le soutien récemment d'un ministre, le 7 mars, avec M. Olivier Véran, qui a félicité Quotidien, les seuls qui refusent d'inviter, vous l'avez dit, le Rassemblement National, Reconquête, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et pourtant représentent, vous l'avez dit, 13 millions de Français pour le Rassemblement National depuis les élections présidentielles et le soutien à Marine Le Pen. Donc Monsieur Belver l'avait dit en plus avec des propos qui ne sont pas normalement dans la ligne que doit tenir l'Arcom et des médias aujourd'hui en France. Il avait dit, je crois, sur Sud Radio directement, j'ai ressorti ses propos, on n'est pas un service public, on est sur une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Donc ce qui est assez étonnant, c'est C8, CNews et d'autres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et nous ne voulons pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous considérons qu'ils doivent respecter, et ils le respectent, les règles de l'Arcom. Eh bien, ce qui vaut pour C8, CNews doit être aussi respecté pour TMC. Et vous pensez, tiens, que les médias privés doivent faire ce qu'ils veulent ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. René Chiche. Pardon. J'avais juste une question. Est-ce qu'il faut, à tout le monde, mais est-ce qu'il faut faire une exception dans des émissions de divertissement? C'est-à-dire de Cyril Hanouna à TMC, à Yann Barthès. Très bonne question, Cyril. Cécile, pardon, excusez-moi. La ressemblance entre Cécile et Cyril Hanouna. Non, mais attention, l'émission de Yann Barthès n'est pas une émission de divertissement. C'est une émission d'infotainment. Non, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a des vrais reportages de journalistes. Il y a des invités politiques. C'est pas du divertissement. Hanouna serait peut-être un peu plus du divertissement, en effet, même s'il a ensuite un peu basculé comme dans l'information. Donc, d'abord, alors oui, je vais vous faire preuve de mon ignorance à ce sujet. Je ne sais pas si les chaînes privées, on a le droit de ne pas inviter une personnalité politique, parce qu'il y a quand même ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même aussi une question d'équilibre qui doit être respectée. Alors, je ne sais pas si un média privé, en l'occurrence une émission dans une chaîne privée, a le droit de faire ou pas. Voilà, donc moi, c'est mon opinion. Je voulais poser une question au député, mais peut-être que j'aurai pas le temps. Mais si, bien sûr, vous aurez le temps. Non, justement, monsieur le député, vous, en tant que député du Rassemblement National... Mais en même temps, je l'avais posé aussi au député, cette question sur le divertissement. Thomas Ménager répond, ensuite la question de René Chiche.
Alors, j'ai pas entendu la question. Quelle était la nouvelle question, monsieur Chiche? Non, je disais moi la question de dire, est-ce qu'il faut quand même mettre toutes les émissions dans cette notion de pluralisme, ou sortir les émissions de divertissement qui sont considérées, en tout cas de divertissement ou d'infotainment, comme TMC, comme Quotidien et comme Touche pas à mon poste? Après, on peut se poser la question, on peut faire évoluer. Il y a différentes lignes, et certains aussi sur votre plateau ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un pluralisme qui soit externe et non interne. Ça, il y a des débats qui peuvent s'ouvrir. Mais aujourd'hui, surtout, en l'état actuel du droit, il n'y a pas la possibilité de faire ses choux gras et de choisir uniquement ce que l'on veut mettre en avant. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette semaine encore, Monsieur Barthès a eu un certain nombre de candidats aux élections européennes. Madame Toussaint, il a déjà eu Monsieur Bellamy, il a tout le monde, mais il n'a pas ceux qui représentent 13 millions de Français. Donc on peut se poser la question de faire une exception, mais il faut que l'exception soit valable pour l'ensemble des chaînes, de l'ensemble des créneaux. Et ce qui est valable pour Monsieur Hanouna doit l'être pour Monsieur Barthès. Nous défendons juste un principe et une équité, un équilibre entre les différentes chaînes. René Chiche qui avait une question et ensuite Allez-y, Philippe. Monsieur le député, contrairement à ce que vous pouvez croire, il n'y a pas que René Chiche sur le plateau. Mais sérieusement, Michael Sadoun a parlé tout à l'heure de pluralisme externe ou interne. Sans faire dans la provocation, j'en rajouterais volontiers un autre, ce que j'appellerais le pluralisme psychologique. Je suis frappé de voir dans l'ensemble des émissions, divertissement ou information, à quel point les journalistes, face au Rassemblement national, deviennent parfois d'une pugnacité, voire d'une grossièreté extrême, quand ils s'aplatissent en général devant les partis classiques. Est-ce que vous partagez mon sentiment, si je peux aller au bout de ma phrase? J'irais même plus loin. On a le sentiment qu'ils sont vraiment tout doux avec un certain nombre de personnalités de la classe politique, et notamment sur le service public. Ça a été souvent dit, nous ne sommes pas forcément toujours traités de la même manière. Et quand c'est le service public, c'est encore plus inquiétant, parce que nous avons le cas des chaînes privées qui doivent répondre bien entendu aux obligations de l'Arcom, qui doivent être représentatives, pluralistes, mais il y a aussi la question du service public qui là est payé directement par les Français et sur lesquels on attend là par contre vraiment aucune différence entre les différents partis politiques. Et je peux vous le dire, pour avoir vécu certaines interviews un peu musclées sur France Inter, je n'ai pas été traité comme un certain nombre de personnalités de la majorité. Oui, mais moi je vous repose la question que je vous ai posée avant la prise d'antenne. Je vous ai dit, est-ce qu'à un moment donné, il faut obliger aussi certains partis politiques à aller sur des plateaux sur lesquels ils sont normalement boycottés? Vous m'avez dit, c'est pas la priorité. Si, c'est la priorité. Quand Pascal Praud, je reprends les mots de Pascal Praud, dit, quand j'invite la France Insoumise, il refuse de venir. Comment peut-on avoir du pluralisme? Comment peut-on être en phase avec la règle? On peut pas les obliger, mais il faut qu'ils assument. C'est-à-dire que s'ils viennent pas, il faut qu'ils assument. Il y a des députés au sein de certains partis qui y vont. Bompard, il va sur CNews. Oui. Manon Aubry, parfois, fait aussi l'interview du matin chez Sonia Mabrouk. Ils sont en déficit. Monsieur Quatennens était invité ce matin sur CNews. Monsieur Quatennens, l'ensemble de la classe politique est représenté sur C8 et sur CNews. Ce qui n'est pas notre cas sur TMC. Moi, il faut surtout aujourd'hui que l'ensemble des chaînes invitent. Après, si les partis politiques, et ça serait pas notre cas, refusent, après ils créent le manque de pluralisme. Donc ils sont responsables. C'est indiqué, il y a eu des invitations, ils sont responsables. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là avec TMC, Yann Barthès. Surtout qu'avec les règles, qu'avec les règles de comptabilisation actuelles, les études quantitatives montrent que sur CNews, les représentations au Parlement sont bien respectées sur CNews. Donc les journalistes qui imaginent qu'il y a trop de droite sur CNews, c'est juste des journalistes qui estiment qu'il y a trop de droite dans ce pays. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Et avec Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais moi j'ai vécu ces auditions un peu comme quelque chose en double charge. Je dirais une première charge par rapport aux téléspectateurs, puisque quelque part on veut les associer à des mouvements politiques sans savoir réellement ce dont ils dépendent dessus, et une charge, je dirais, par rapport aux journalistes eux-mêmes. Et puis, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans ces commissions, c'est que d'un seul coup, après, alors qu'il n'était pas spécialement prévu Louis Bayard à une commission,
d'accord, et qui ne revient pas après, je dirais, pour la commission d'Hanouna. Et d'ailleurs, Louis Boyard, qui a été aussi un des chroniqueurs, je dirais, rémunérés dessus. Donc on peut pas, à un moment donné, cracher dans le pot et revenir en la matière. Moi, je suis pour le pluralisme. Après, à chacun de se faire ses idées. Soit à un moment donné, on dit le Rassemblement national et Reconquête ne font pas partie de l'arc républicain, comme l'a cité notre président de la République, et dans ce cas-là, ils n'ont pas droit d'antenne. Ils sont républicains, ils ont des députés, ils sont démocratiquement élus, ils ont droit à la parole comme tout le monde, et on doit écouter tout le monde pour se faire une opinion. Moi, je ne veux pas qu'on me dicte mon opinion. J'attends pour les européennes de voir l'ensemble des programmes, et je choisirai en mon âme et conscience. Restez avec nous, Frédéric. Et Sabine, qui nous appelle de Gignac, dans l'Hérault. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, messieurs, dames. Sabine est très en colère. On vous écoute, allez-y, parlons vrai. Alors, parlons vrai. Je sais pas, j'ai bientôt 50 ans. Le pluralisme, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours vu, écouter ce que j'avais envie d'écouter et de voir. J'en ai marre qu'on envoie les gens à Paris pour s'expliquer à la télé devant des gens en disant moi je prends telle personne, je prends telle autre personne. Tout le monde a fait différents médias, tout le monde a fait plusieurs radios, plusieurs télés. Je suis désolée, maintenant on nous scrute dès qu'on parle, dès qu'on bouge, on cherche à savoir d'où on vient, qui on est, pour qui on vote. C'est un scandale, je trouve ça scandaleux. Laissez-nous vivre avec tout ce qu'on a envie de vivre. Chacun reçoit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et s'il veut pas le faire, si ça le gonfle de le faire, eh bien il s'en va. S'il supporte pas de recevoir quelqu'un qui lui plaît pas, il s'en va. La démocratie, c'est j'écoute d'autres personnes que ma gueule. Alors, moi, Sabine. je suis d'accord avec Sabine. Je vous dis tout de suite, il y a un moment donné de mettre des cadres et des lois partout, ça devient compliqué. Je suis d'accord. Si j'ai bien saisi, est-ce que qu'est-ce qu'on fait lorsque Non, mais ce que disait Sabine, c'est ce que faisait par exemple Anne Sinclair. Elle voulait pas recevoir le Front National à l'époque, et elle mettait son joker Gérard Carrérou pour les recevoir à sa place. Elle dit, dans ces cas-là, que Barthès il fasse pas une émission et qu'il fasse venir le RN. Oui, vous avez compris ça. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que vous avez dit, Sabine. Chacun fait ce qu'il veut dans son émission, et si on n'aime pas l'émission, on change de chaîne. C'est ce que vous dites. La zapette, elle est là pour ça. Moi, j'ai une zapette avec 300 programmes. Je zappe si ça me gonfle. Et que le monsieur qui ne veut pas vous recevoir, il s'en va, il laisse sa place et il reviendra plus tard. Oui, c'est ça. Juste une question, Sabine. Vous approuvez le fait que Yann Barthès ne reçoive pas quelqu'un du Rassemblement national? Vous vous dites qu'il a le droit? Absolument pas. Non, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. J'ai pas bien saisi. Je n'accepte pas que quelqu'un qui est à l'antenne à une heure de grande écoute ne veuille pas recevoir quelqu'un qui est représenté par des millions de gens. D'accord. Qu'il soit. D'accord. Donc vous êtes pour fixer un minimum d'obligations quand même à ceux qui ont une émission ou la responsabilité d'une certaine audience, quoi. Non, aucune obligation, chacun est libre. Il ne veut pas la recevoir, il sera pas là. Non, mais elle dit je ne suis pas d'accord avec ça, mais elle n'est pas non plus d'accord de dire qu'il faille mettre des règles. Est-ce que je peux poser une question à monsieur le député? Monsieur le député. Merci beaucoup, Sabine. On ne parle jamais là des dirigeants de TF1. Rodolphe Belmer et Martin Bouygues par rapport à l'affaire Barthès. Alors, est-ce que vous envisagez de les convoquer aussi par rapport à ça? Nous aimerions convoquer l'ensemble des patrons, bien entendu. Après, on a bien vu que depuis le début, c'est le rapporteur et le président Bataillon qui a pourtant donné un avis favorable à notre requête. Les travaux vont se terminer cette semaine. C'est vrai qu'il devrait y avoir un parallélisme, mais que M. Bouygues vienne répondre aussi de la même manière que M. Bolloré a répondu. Donc on sollicitera normalement, on y a pensé bien entendu, solliciter cette audition, mais je ne sais pas si on aura assez de temps pour nos travaux. Et il n'a peut-être pas le téléphone, hein, M. Bouygues. Non, j'ai pas le téléphone. J'ai pas le téléphone direct, sinon j'aurais déjà été invité sur Quotidien. À mon avis, il doit avoir un abonnement chez Bouygues. Sabine, merci beaucoup d'avoir appelé. C'était passionnant ce débat. Merci beaucoup Thomas Ménager, député RN du Loiret. On reviendra avec vous pour voir la suite de et la fin de cette commission, bien entendu. Frédéric, vous restez avec nous. Vous êtes bon au quiz de l'actu, Frédéric? On va voir. Voilà, j'aime bien quand il dit ça. Sont toujours bons. Tremblez les vraies voix, tremblez. Allez, à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Normalement, c'est à cette heure-ci qu'on rigole le moins, parce que ça crie beaucoup, ça s'énerve, ça s'agace, ça vocifère, ça voilà, avec Philippe Bilger, avec René Chiche, avec Michael Sadoun et avec Frédéric qui vient de rentrer dans la danse à Blagnac. Ça va, Frédéric? Tout va très bien. Frédéric, je lance officiellement le quiz de l'actu. Les
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et il n'y aura pas de retour en arrière, méfiez-vous. Attention Frédéric, vous répondez en premier et si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les autres qui répondent à votre place. C'est un point, on démarre pas très fort mais on démarre quand même. Je ne toucherai ni à des pénis, ni à des fessiers et je serai très loin des prothèses mammaires. Notre Olivier Véran. Oui. Bonne réponse de Frédéric qui marque un point. Moi ça c'est une phrase que je pourrais pas dire, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? D'accord. Qui c'est qui l'a dit? Là on monte à 3 points. Oula. Frédéric. Oula. La France n'est pas en faillite. Bruno Le Maire. Non. Non. Non, je sais. Oui. Un ministre. Non, un ancien ministre. Non. À la Cour des comptes. Moscovici. Bonne réponse de René Chiche qui marque 3 points. J'aurais envie de mettre un point seulement parce que là en disant la Cour des comptes. Non, franchement, en plus je le savais. Hein. Non, on l'accorde. Bon, ouais. Enfin, on lui donne 3 Cécile points. l'accorde. Non. Parce que Cécile, elle est loyale. Je ne m'adresse plus à vous. Donc Voilà, c'est dit. Bravo. Voilà, vous n'avez pas la peine de ricaner bêtement. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant aux députés, que vous étiez honnête. Ouais, J'ai eu un moment non, il était convaincu. Donc c'était 3 points. Hein. 3 points. Un demi-point parce que j'ai dit sur le gong. Hein. Ouais. Non, mais on vous l'accorde. Allez, c'est 3 points à venir. La construction européenne est une fraude démocratique. C'est un tête de liste aux européennes et je crois que c'est la première fois qu'on le cite dans le qui c'est qui l'a dit, Frédéric. Attendez, Frédéric. Je sais pas. Léon de Fontaine. Bonne réponse de René Chiche. Je le connais même pas. Il est toujours excellent à ça, René Chiche. Non, mais c'est vrai, il est toujours excellent qui c'est qui l'a dit. Merci Mickaël. Qui c'est qui l'a dit? Et c'est encore à 3 points, Frédéric. Il est ridicule, René Chiche. Elle est méchante, Cécile de Ménibus. C'est vrai. Frédéric, qui c'est qui l'a dit? 3 points, ça vaut cher. Au sein du Parlement, on n'a jamais voté ou proposé des pistes d'économie. Stanislas Guérini. Non. C'est une ministre. C'est une ministre. Une ministre. Olivier Grégoire. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises du tourisme et de la consommation, pour ceux qui ne le sauraient pas. Allez, 2 plutôt points. libérale. Frédéric, 2 points pour ceux qui c'est qui l'a dit. J'entends non pas déconstruire l'Europe, mais construire l'Europe du 21e siècle. Frédéric. Alors là. C'est un tête de liste aux européennes. Un tête de liste aux européennes. Un jeune. On a Bellamy. François Bellamy. Non. Bardella. Bonne réponse, il a été plus rapide, René Chiche. Combien ça fait là? 8. Ah mais abusé. Allez, Je sens qu'il y en a certains qui sont énervés. allez, ici. un 3 points. 3 points. Qui c'est qui l'a dit? J'ai dormi. Frédéric Mitterrand a goûté cette fonction de ministre de la Culture et je n'ai pas le sentiment qu'il ait été blacklisté ensuite. Frédéric, c'est une ancienne ministre de la Culture, mais pas que. Oh, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Roselyne Bachelot. Bonne réponse de Frédéric. Qui a gagné? Eh bien, c'est René Chiche, 8 points. Devant Frédéric, 4 points. Devant Mickaël Sadoun, 3 points. Philippe Bilger étant aux abonnés absents. Je voulais répondre Un bon et vous dernier. m'avez fait un geste Mais je vous ai fait aucun geste. très comme ça. Mais je vous ai fait aucun geste. Si. Mais n'importe quoi. Frédéric, vous êtes quand même deux. C'est pas mal, 2. Oui, Pas mal, c'est pas mal. Oui, mais je dépose une motion de censure. Mais oui, contre René Chiche. Excusez-moi, le score, ça a été 8-4, pas 49-3. Hein. Donc, pour une motion de censure, ça va pas. Philippe David, chut. Ah, c'est mieux quand vous êtes vous taisez. Qu'est-ce que c'est mieux? J'adore quand vous vous C'est taisez. les premières 2 minutes de silence de Sud Radio. Il m'épuise, je crois que je vais aller prendre des médicaments. Frédéric, merci d'avoir joué avec nous, on vous embrasse Merci très à fort. vous tous. Passez un très très bon week-end et vous restez avec nous dans quelques instants. Le pluralisme de Sud Radio. Exactement, Ah, merci, on vous bravo. embrasse. Le tour de table de l'actu de Philippe Bilger dans un instant. Hier, Rachida Dati. Demain, Yann Barthès devant la commission d'inquisition. Allez, Le René retour en Chiche. force du disque vinyle. Allez, avec vous, Mickaël Sadoun. Marie-Hélène Toraval, une femme courageuse mais incohérente. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec aujourd'hui, le vendredi, c'est souvent le vendredi, hein, Philippe Bilger, il est là tous les jours, mais René Chiche, il est là le vendredi, heureusement qu'il vient pas tous les jours. Et avec Mickaël Sadoun qui est avec nous. À chaque fois, il y a une petite flèche qui sort. Mickaël, Oui, mais une flèche avec du poison d'amour. Oh.
Allez, on vous souhaite la bienvenue dans un instant. Il y a du curare, hein. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et dans un instant, vous avez la parole. On part où aujourd'hui ? On va parler presque 40 ans après la mort du petit Grégory Villemain de ces nouvelles expertises ordonnées par la justice. Expertise sur les traces ADN, sur les messages vocaux laissés à l'époque sur le répondeur des parents. Nous serons en ligne avec leur avocat. Oh non. Allez-y, on en parle dans un instant. Et plus qu'un coup de gueule, c'est une réflexion que je vais avoir ce soir dans Les Vraies Voix suite aux hommages rendus à Frédéric Mitterrand qui est, rappelons-le, disparu hier. Et je suis particulièrement choqué que tous les hommages soient dithyrambiques sans jamais rappeler ce que l'ancien ministre avait écrit dans son livre La mauvaise vie, ses actes sexuels avec des jeunes garçons dans des pays pauvres avant de réfuter tout acte pédophile lors d'une interview télévisée. Et ces hommages, sans jamais faire allusion à cette affaire, me mettent particulièrement mal à l'aise parce que partout et toujours, on ne touche pas à des enfants. Alors je confirme pour l'avoir rencontré une fois qu'il était affable, cultivé, charmant, mais que cette zone d'ombre était comme une tache indélébile. Alors c'est vrai que tout être humain a une part d'ombre, mais que dans l'humanité, une infime minorité s'est adonnée au crime absolu de la pédophilie. Maintenant qu'il est parti, paix à son âme, il devra rendre des comptes à Dieu s'il existe, mais s'il vous plaît, évitez d'en faire trop, au moins pour les gosses qui ont souffert et qui souffrent encore dans les mains des pédophiles. Philippe Bilger. Je vous trouve très courageux, Philippe, parce que pour tout vous dire, moi-même hier, j'avais envie de dire quelque chose sur son décès, mais je me suis imposé un petit délai de décence tout de même. Je pense que il faudra en parler. D'ailleurs, Le Monde, dans le curriculum vitae, rappelle la polémique, mais je ne l'aurais pas fait aussi rapidement, donc je vous félicite de transgresser un petit délai de décence, mais vous êtes capable de tout. Mickaël Sadoun. Moi, pareil, vraiment, je vous félicite pour cette belle chronique, bien écrite en plus, et je pense avec une certaine mesure, puisqu'il ne s'agit pas de s'acharner sur quelqu'un qui vient de nous quitter, évidemment. J'ai d'ailleurs dit paix à son âme. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais je pense que la majorité des Français, sincèrement, n'en sont pas dupes, et il suffit de voir vraiment les réactions sur les réseaux sociaux. On me dirait que c'est pas représentatif de l'ensemble des Français. Je pense quand même qu'il y a une voix populaire qui sait ce qu'a été ce personnage, quelle a été sa part d'ombre, et qui ne comprend pas cette avalanche de dithyrambes qu'on a depuis hier, sincèrement. René Chiche. Non, très très belle chronique, j'avoue. Bon, c'est vrai qu'on a eu l'impression hier qu'on voulait absolument pas parler de ce sujet, quoi. Dans tous les hommages, personne n'a parlé de quoi que ce soit. Donc parce que Frédéric Mitterrand vient de mourir, bon, je suis un peu gêné par rapport à ce sujet. Bon, c'est parce que c'était quand même quelqu'un de talentueux, hein, qui était en plus, comme vous l'avez dit, très sympa. Ça n'a rien à voir, ça n'empêche pas. Non, j'ai bien compris. Non, justement. C'est-à-dire que les mêmes vont donner après des leçons de morale sur le Rassemblement national, etc. Moi, ça me dérange un petit peu quand même. Mais oui, mais en fait, déjà à l'époque, j'avais trouvé scandaleux le fait que personne ne dénonce que clair. Sarkozy aille chercher comme ministre de la Culture le seul qui avait fait des galipettes asiatiques. Enfin, malheureusement, c'était pas le seul. C'est quand même incroyable. Malheureusement, il faut ranger aussi Jack Lang dans la même catégorie, qui a encore tous les honneurs de manière totalement indue, à mon sens. Alors là, on n'en sait rien, Mickaël. On peut le supputer. D'aucuns le soupçonnent, mais on n'a pas de preuves. Frédéric Mitterrand l'a écrit. Oui, c'est vrai. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Pour l'instant, le jour où René Chiche parlera de sa vie intime, de la même manière, Daniel Cohn-Bendit, qui fait partie de la Macronie, on n'a pas pour autant imputé une qualité à la Macronie dans son entièreté. Absolument. Bon, voilà. S'il avait une vie intime, René Chiche ne serait pas si aigri. Non, si vous saviez la vie intime que j'ai. Ça va être 3 tomes. Allez, tout de suite, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, 40 ans après la mort du petit Grégory, de nouvelles expertises. Oui, des expertises ordonnées par la justice après la mort de Grégory Villemain dans les Vosges, avec des comparaisons, notamment des comparaisons ADN entre les membres de la famille et les cordelettes qui enserraient le corps de l'enfant, son anorak, son menton, certains courriers aussi du corbeau, des comparaisons ADN, mais aussi vocales à partir des messages de menaces laissés à l'époque sur le répondeur des parents. Vérification accordée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. Bonsoir, maître François Saint-Pierre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, avocat des parents du petit Grégory Villemain. Alors, ces traces ADN, ces messages vocaux existent depuis 1984. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence, les technologies récentes dans ces nouveaux actes? Mais oui, il y a une cible. Vous savez que la lettre de revendication de l'assassinat du petit Grégory
est timbré et que sur ce timbre, il y a des ADN mélangés. Aujourd'hui encore, les experts ne peuvent pas distinguer ces ADN et donc identifier les personnes qui ont manipulé cette lettre. Bon, mais nous espérons que d'ici peu, quelques mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, la technologie réussira enfin à les séparer, à identifier celui ou celle qui a collé ce timbre sur cette lettre. On sera tout au cœur de l'énigme. Eh bien, pour être certain que toutes les données soient présentes dans l'enquête, nous avons listé tous les prélèvements ADN et constaté que certains n'avaient pas été répertoriés, analysés, comparés aux fichiers des empreintes génétiques, etc. Et donc c'est un travail de fourmi qui a été fait. Il en résulte qu'il y a une dizaine d'occurrences qui devaient être vérifiées. Et donc la Cour d'appel de Dijon a décidé qu'effectivement il fallait faire ce travail. Donc nous sommes bien sûr satisfaits, mais nous n'avions aucun doute sur la volonté des juges de Dijon d'aller toujours de l'avant pour la vérité. Les parents espèrent toujours bien connaître la vérité, malgré ces 4 décennies qui ont passé. C'est un vrai espoir. Mais Jean-Marie et Christine Villemin, chacun peut comprendre que ce deuil est au plus profond de leur être et que leur quête de vérité, elle est totalement légitime. Maintenant, ils ne souhaitent pas un bouc émissaire. Ce qu'ils souhaitent, c'est la vérité établie par des preuves de manière certaine. Et ils ont fait preuve d'une très grande sagesse, mais aussi d'une remarquable confiance dans la justice qui est tout à fait touchante. Est-ce qu'il y a toujours un espoir que ces nouveaux actes puissent aussi convaincre des proches de parler, par exemple, des gens qui sauraient des choses et qui n'auraient toujours pas parlé ? Mais vous avez raison, moi ça a toujours été l'un de mes espoirs. Mais en fait, c'est un désespoir, parce que personne n'a parlé. Mais qui sait ? Moi, je pensais qu'avec le décès, notamment des parents de Jean-Marie, pour dire les choses simplement, les langues pourraient se délier, les familles pourraient s'ouvrir, que les jeunes générations n'accepteraient pas de porter le fardeau d'un secret criminel, celui de leurs parents ou grands-parents. Non, toujours pas. Et je redis que ça n'a rien d'une délation, au contraire, c'est une révélation, une sorte d'épiphanie que de dire les choses lorsqu'un secret envenime une région, des familles et des générations comme ça. Ça n'est pas possible de garder secret l'assassinat d'un gamin. C'est atroce. Ce qui veut dire, maître, c'est que, à part la science aujourd'hui, ou peut-être l'intelligence artificielle, ce serait le seul dernier recours aujourd'hui ? Ouais, il y a l'ADN, il y a autre chose aussi. Vous savez, on a fait une demande au juge d'ordonner une expertise de fréquence vocale. Alors c'est une toute nouvelle technologie. Oui. Je résume de façon très générale. Comme chacun a une empreinte digitale, on a une empreinte vocale. Ça n'a donc pas quelque chose comme la graphologie ou quelque chose d'intuitif ou psychologique. C'est scientifique. Le problème, c'est qu'on en est au balbutiement, je pense, lié à des technos d'intelligence artificielle. Donc les juges prudents ont demandé à l'IRCGN, donc l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, qui est d'un top niveau, de savoir ce qu'il en était de cette technologie pour savoir si on peut l'utiliser dans une enquête judiciaire. Donc on est en pleine modernité. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas lâcher. Il est possible qu'avec ces techniques-là, eh bien, on parvienne un jour à la découverte de la vérité. Voilà. Philippe Bilger. Est-ce que je connais très très bien François Saint-Pierre, qui est un ami et qui m'a permis de gagner mes procès. Mais je voulais lui demander, est-ce que vos clients, François Saint-Pierre, maître, ont une idée qu'ils vous ont déjà communiqué? Quel est leur sentiment profond sur les culpabilités, s'ils en ont? Oui, bien sûr qu'ils ont une intuition, à savoir, une conviction, je dirais, qu'ils sont aussi très prudents, parce que les épreuves de la vie leur ont enseigné que nous sommes dans un état de droit
et qu'il appartient à la justice de se prononcer. Et ce n'est pas à nous de désigner des coupables. C'est à la justice d'administrer les preuves, d'organiser leur procès et de les dire coupables, de les condamner. Ça, je le dis parce que c'est très important. Dans les années 1990, c'est tellement vieux tout ça, il y a un juge qui s'appelait le juge Simon, qui a eu l'intuition, le flair de ce que ce crime n'était pas le crime d'un homme seul, Bernard Haroche, mais un crime collectif comploté dans une famille. Ça, c'est terrible, n'est-ce pas? Il se trouve que la gendarmerie, par la suite, a développé un logiciel qui s'appelle Anacrime. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'indexation qui a permis de valider cela par l'exploitation de la procédure, n'est-ce pas? Et bien, maintenant, nous sommes au stade ultérieur de preuves scientifiques qui, je l'espère, établiront cette réalité-là que Jean-Marie Villemain ressent au plus profond de lui. Mais je crois, cher Philippe Bilger, qu'il est très important de rester prudent par respect de la présomption d'innocence des suspects, mais également parce que la justice fait l'œuvre de l'État. Ça, c'est très important. Mais bien sûr que nous avons de très forts pressentiments. Voilà. C'est un énorme teasing ce que vous nous faites là. Merci beaucoup, maître François Saint-Pierre. C'est moi qui vous remercie. Avocat des parents de Grégory Villemain. Merci beaucoup, vous étiez passionnant. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Alors hier, Rachida Dati, bientôt Yann Barthès devant la commission que j'appelle d'inquisition. Avec vous. Le retour en force du disque vinyle. Et avec vous, Mickaël Sadoun. Marie-Hélène Toraval, une mère courageuse mais incohérente. Allez, à tout de suite, on fait une petite pause, on est un petit peu en retard, pardon. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, René Chiche, Mickaël Sadoun, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler de la commission que vous appelez d'inquisition. Je vais aller très vite puisque je laisse de côté Yann Barthès, on en a déjà parlé suffisamment. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir que Saint-Oul, ce rapporteur qui a un petit côté Fouquier-Tinville, a été vivement rembarré par le président de la commission parce qu'il souhaitait savoir, en réalité il soupçonnait que Rachida Dati avait été nommée au gouvernement à la suite d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Bolloré. Son prénom, j'ai Vincent Bolloré. Et donc voilà, et il a été rembarré par le président et ça s'est terminé. Rachida Dati a répondu et ça m'intéressait d'offrir cela aux auditeurs. Une réaction très rapide, non ? Non, je suis d'accord, et puis on n'a pas beaucoup de temps, je crois, visiblement, donc je suis d'accord avec Philippe. Ben ouais, c'est particulier. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire, parce que en effet, les questions d'Aurélien Saint-Oul finissaient par n'avoir plus aucun rapport avec l'objet de la commission, qui était la distribution des canaux de TNT à certains dirigeants de médias, etc. Mais dans sa démarche à lui, il faut comprendre, j'essaye de me mettre aussi à sa place, ça fait partie du sujet, puisque il entend le fait que certains canaux vont être distribués à Vincent Bolloré, parce qu'il a conclu un accord avec Emmanuel Macron qui supposément aurait du pouvoir sur l'Arcom. Moi, je trouve que c'est complètement farfelu comme conception des choses. C'est même, on pourrait le dire, complotiste. Mais il est dans une démarche intellectuelle et lui considère que les institutions s'abattent sur lui et l'empêchent de faire son travail. Ce que je conteste totalement. Il voulait savoir comment elle avait été nommée ministre. Voilà. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant pour la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est du débat à l'antenne et hors antenne aussi, avec René Chiche, Mickaël Sadoun, Philippe Bilger. Et Mickaël, on finira par une note positive avec René Chiche et ses vinyles. On va revenir sur votre actu, du tour de table de l'actu. Oui, alors moi, c'est pas quelque chose de particulièrement négatif, mais simplement, j'ai vu passer que Marie-Hélène Toraval avait dit dans Le Point qu'elle s'opposait à la régularisation quasi automatique des immigrés dans une situation clandestine et qui avaient un emploi, et qui est permis en fait par la récente loi immigration. Ça représente à peu près 10 000 immigrés étrangers par an qui vont être régularisés quasi automatiquement en réalité. Elle souligne qu'on est dans une situation où on a 5,3 millions de chômeurs et 1,8 million d'allocataires du RSA. Moi simplement, je dénonce un petit peu cette dénonciation
parce que je la trouve incohérente. Elle a rejoint récemment Horizon qui a soutenu cette vision du projet de loi immigration. Et je rappelle que ce projet de loi a été totalement saboté par le président dans lequel elle est logiquement censée inscrire ses pas, à savoir Emmanuel Macron, qui a totalement saboté cette loi en collaboration avec le Conseil d'État. Donc on a le sentiment très étrange, je trouve, dans la politique française, qu'il y a une grande majorité des élus qui en fait est d'accord avec la droite de la droite, pour ne pas dire le Rassemblement national, mais qui s'en empêchent pour des raisons soit de positionnement politique, parce qu'ils estiment qu'ils ont plus d'avenir là où ils sont, en l'occurrence auprès d'Édouard Philippe, soit par pure moraline et par survivance d'une fascisation du Rassemblement national. Je trouve ça extrêmement dommage, je trouve que ça a abîmé le débat politique et ça a empêché qu'on traite des thèmes qui tiennent au cœur des Français pour de pures raisons politiciennes, ici l'immigration. On a loupé une très bonne occasion d'avoir un débat construit et qui débouche sur des actions, et au lieu de ça, on a une maire qui est très courageuse et qui l'a été au moment de Romans-sur-Isère. On l'a tous salué à ce moment-là, mais qui ressort quelques mois plus tard en disant bon bah finalement en fait cette loi qui était censée restreindre l'immigration, va la favoriser. Donc je trouve ça dommage. Philippe Bilger. Je suis d'accord, je n'avais pas suivi vraiment cette contradiction, mais c'est sûr que même les êtres les plus remarquables, à un moment donné, changent de cap. C'est ça. Et sont calembours. C'est un peu souvent ça en politique. En plus, c'est vrai qu'elle était... Ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent, disait hier soir. Elle a été tellement médiatisée aussi maintenant, Madame Toraval, que je me demande des fois chez certains politiques si ça leur monte pas la tête. Et finalement, ensuite, vient l'ambition personnelle. Voilà, elle se dit, je vais peut-être miser sur le bon cheval pour 2027, c'est mon opinion. Après, on lui a fait peut-être de très belles propositions. Je pense. Oui, mais alors ça rejoint ce que dit Mickaël, c'est quand même incohérent. Sa ligne politique au départ, maintenant elle est incohérente avec ce qu'elle fait. On d'elle comme ministre. C'est dommage parce qu'ils font parler d'eux, parce que d'un coup, il y a une espèce de sincérité qui émerge du paysage politique, et ensuite ils sont récupérés parce qu'ils finissent par incarner quelque chose et ils perdent cette espèce d'innocence qui a fait qu'on les a aimés en fait. Mais moi, c'est pas pour dire. Moi, je sentais qu'elle allait être récupérée cette Toraval. Ça se sentait. Ça n'a pas tellement tardé. Mais je la trouve courageuse quand même. En politique, il est impossible d'être innocent tout le temps. Et encore peut-être parce que c'est un sujet qui était un sujet plutôt de la droite. Et là vous avez raison, ça aurait été un autre sujet, elle l'aurait gardé, j'imagine. Mais exactement, c'est très embêtant, d'autant plus que les politiques sont pas bêtes non plus. Ils voient que tous les sondages sont hyper majoritaires sur ces sujets-là. Absolument. Qu'est-ce qui les empêche à un moment d'avoir une prise de parole courageuse ? C'est l'entre-soi, c'est les hommes politiques se regardent en chien de faïence, et le premier qui va dire un truc sur l'immigration, on va lui taper dessus et on va l'extrême droitiser. Ils n'ont pas envie de ça, c'est compliqué pour leur vie sociale. Je les comprends un petit peu, mais au bout d'un moment, s'ils n'ont pas rejoint la politique pour tenir des paroles courageuses, je ne sais pas pourquoi ils en font encore. Et surtout aujourd'hui, il n'y a même plus de courage. Mais c'est ça. Si vous permettez, Mickaël Sadoun, on va changer de disque. Oui, avec plaisir. Bravo, je vais être professionnel et compétent, ça va être rapide. Une note un peu positive, culture. Allez-y. Nostalgie, souvenir. À notre époque du streaming et de l'écoute en ligne, figurez-vous que les ventes de disques vinyles sont plus en forme que jamais. Au début des années 2010, les ventes physiques de disques vinyles ne représentaient qu'1% des ventes. Aujourd'hui, on en est à 45%. Et ce qui est incroyable, avec moi, on apprend beaucoup de choses toujours. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de diversité. Laissez-moi terminer, monsieur le procureur. Vous emballez pas. Arrêtez de vous vanter. Non, je ne me vante pas, c'est une réalité. Et ce qui est incroyable, c'est que ces ventes sont faites par les moins de 35 ans. Finalement, la clientèle qui est normalement la plus visée par tout ce qui est le streaming, l'écoute en ligne, ce sont eux qui achètent le plus de disques vinyles, parce que maintenant, le disque vinyle, en plus, est devenu une sorte d'objet tendance, vous voyez. D'abord, c'est beau, un disque vinyle, la pochette, etc., toujours beau. Et ce qui est incroyable, c'est que ces jeunes qui achètent des disques vinyles, il y a beaucoup de chiffres que je ne vais pas vous donner, parce que sinon c'est trop long, ces jeunes maintenant se mettent en scène sur TikTok, sur Instagram avec leurs disques vinyles pour montrer ah oui j'ai le dernier. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que ce sont des rappeurs ou des jeunes artistes comme Orelsan, je parle des Français, Orelsan, Stromae, L'Homme Pâle, qui sont les plus gros vendeurs de disques vinyles, alors que ce sont quand même les rois du streaming et l'écoute en ligne. Bon, tout ça, je vais pas vous donner d'autres chiffres déjà. Après, ils ont un petit peu pété les plombs sur les prix. Alors, ce que je trouve assez magnifique transition, parce que vous savez que il y avait le salon de Paris Love de Vinyle il y a 3 semaines, qui est un grand salon, etc. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Bon, il y avait des milliers de participants, etc. Mais pour préparer cette chronique, j'ai vu que
il y a eu un record d'une vente d'un disque vinyle. Alors j'ai noté, parce que je connaissais pas vraiment le groupe, je crois que vous le connaissez pas non plus à mon avis, c'est un groupe de rap américain qui s'appelle, voyez je note, excusez-moi, Wu-Tang Clan. Bah oui, le Wu-Tang Clan. Alors lui il connaît. Bah oui. Bah, on le connaît, mais bien sûr. Tout le monde le connaît. Ah, tout le monde le connaît? Ah, bon, Et alors vous avez oublié une René, syllabe. Vous savez quoi? Ta grande culture. Je n'ai jamais entendu parler. non, c'est pas grave. Mais tu as une Allez-y, culture connais, très vas-y. classique. Allez-y. Alors, leur album qui est sorti en 80, au début des années 80, donc l'un des premiers albums, bien sûr, de la série, a été vendu, c'est combien? Non. 1 600 000 dollars. C'est ce qui me semblait. Alors le petit problème des vinyles, et ça, pour ceux qui aiment ça, il y a deux catégories de vinyles. Le vinyle qui est comme à l'époque, c'est-à-dire que ce sont des vrais instruments, et le vinyle qui est retracé avec en sortant aujourd'hui des DVD. Donc c'est pas du tout le même son en fait. Donc regardez bien derrière parce que c'est stipulé derrière. Si vous voulez vraiment avoir le son de la musique d'époque quand vous rachetez sur des grands titres connus. Regardez derrière parce que ne vous faites pas avoir. Voilà, il y a du vinyle mytho. Très bien, Je tiens à le signaler. Je ferai attention. Bravo, Cécile. Non, mais c'est vrai. Je m'y reconnais parce que moi, je me souviens que je pense vers 18-19 ans, j'ai acheté une machine à vinyle et j'avais acheté quelques vinyles à l'époque. Et c'est vrai qu'on a cette nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Oui, enfin, 19 ans, c'était il y a 6 mois. Vous n'exagérez pas non plus. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, les amis. Dans un instant, les 27 donnent le feu vert à des négociations d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine au sein de l'Union européenne. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, c'est le lancement de lancer des nouvelles négociations d'adhésion alors que l'Europe n'est pas particulièrement populaire chez les peuples? Est-ce que, alors que ça marche déjà difficilement à 27, on peut encore élargir? Est-ce qu'on a les moyens d'intégrer de nouveaux pays? À cette question, faut-il encore élargir l'UE? Vous dites non à 95%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée pour en parler, Sandrine Gaudin, qui est responsable du laboratoire des idées du mouvement européen France et ancienne secrétaire générale aux affaires européennes gouvernement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question courte avant la pub. Est-ce que l'arrivée d'un pays pauvre peut-il affaiblir l'Europe? Bonsoir. Non, l'arrivée n'est pas pour demain matin et nous avons le temps de préparer cette insertion d'un nouvel État membre et même de plusieurs nouveaux États membres à l'avenir. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, a annoncé vouloir ouvrir les négociations d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne. Depuis 1957, l'Union européenne s'est élargie 7 fois. Nous avons donc le devoir historique, non pas de faire comme on a toujours fait et de dire la seule réponse est l'adhésion, mais d'ouvrir une réflexion sur l'organisation de notre continent. Mais l'Europe peut-elle accueillir tous les pays candidats qui se prestent aux portes de l'UE? La question, c'est pas si on doit élargir, ni quand, c'est le plus vite possible. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on élargit. Madame von der Leyen continue donc d'imposer sa folle politique d'élargissement de l'Union européenne, qui n'est en réalité qu'une fuite en avant. Et les 27 pays de l'Union européenne acceptent d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine. Le président de la Commission le recommandait, estimant que les pays des Balkans s'étaient alignés avec l'Europe sur le front de guerre en Ukraine. Pour autant, il y en aura pour des années de procédure avant une éventuelle adhésion. Alors, est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour lancer de nouvelles négociations d'adhésion? Est-ce qu'on y arrive déjà difficilement à 27? Est-ce que ça peut aller mieux à plus? Est-ce qu'on a les moyens d'intégrer de nouveaux pays? Faut-il encore élargir l'UE? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Sandrine Gaudin est avec nous, responsable du laboratoire des idées du mouvement européen France, vice-gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe et ancienne secrétaire générale aux affaires européennes du gouvernement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, Madame Gaudin, un petit tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Madame, elle répondra, Madame Gaudin répondra tout à l'heure. Je me pose une interrogation qui va vous sembler un petit peu basique, élémentaire. Est-ce que, à l'heure actuelle, les modalités de discussion, voire les accords pour l'adhésion de nouveaux pays, ça ne représente pas presque une volonté un petit peu
systématique de complaire à des pays, ou est-ce qu'on est véritablement persuadé, après les négociations, que les pays auxquels on pense seront capables d'ajouter une pierre fondamentale à l'esprit européen? Est-ce qu'on leur fait un cadeau, ou est-ce qu'en réalité on essaye d'être lucide par rapport à ce qu'exige l'esprit européen? Et René Chiche? Ah pardon, je crois que c'était une question. Vous pouvez répondre. Répondez parce que la question elle est un peu longue. Allez-y. Merci beaucoup de votre question. Alors, peut-être sans faire trop long, je ne parlerai pas de cadeau. D'abord, il y a effectivement plusieurs pays qui attendent depuis de longues années à nos portes et qui sont candidats depuis plus de 20 ans, notamment les pays des Balkans. Et de ce point de vue, l'ouverture de négociations avec la Bosnie vient de compléter le dispositif et nous allons pouvoir traiter toutes ces candidatures des Balkans dont nous parlons depuis 20 ans, encore une fois, de façon plus cohérente, dans le contexte, il est vrai, nouveau, géopolitique dans lequel l'Europe se trouve aujourd'hui, à savoir qu'il faut absolument stabiliser les frontières de l'Union, consolider la paix et la démocratie et l'état de droit auprès des voisins les plus proches de l'Union européenne. Donc il y a une accélération de ces ouvertures de négociations, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y aura une accélération de l'entrée dans l'Union européenne à n'importe quel prix. Et ce n'est pas un cadeau, parce qu'en contrepartie de cette adhésion dans les prochaines années, les États candidats vont devoir faire des réformes énormes. Ils ont dû déjà faire des réformes pour remplir les critères pour être reconnus comme candidats, et ce sont des critères extrêmement importants. Par exemple, pour la Bosnie, il fallait que la Bosnie atteste qu'il y a véritablement un état de droit, que la lutte contre la criminalité est à un niveau suffisant, que la gestion de ses frontières est suffisante, etc., avant de se voir reconnaître le droit d'être candidate et le droit d'ouvrir les négociations. Donc ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt le début d'un long chemin pour les candidats, pavés de réformes structurelles importantes qui vont leur permettre de converger vers l'Union européenne pour se mettre au standard, reprendre l'ensemble des réglementations de l'Union européenne. On va les aider, bien sûr. La Commission va mettre des moyens, les institutions vont mettre des moyens, le Conseil de l'Europe aussi, et notamment la banque dans laquelle je travaille, va mettre des moyens aussi. Mais ce n'est absolument pas un cadeau. Il y a des contreparties, il y a des conditionnalités très fortes, et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a des processus de discussion d'adhésion qui sont interrompus. Le processus avec la Turquie est interrompu depuis plusieurs années. Au bout de 15 ans, on l'a interrompu. Donc, cela veut dire que nous avons des leviers, si les progrès, les réformes ne sont pas suffisants, pour stopper le processus et pour demander des garanties supplémentaires. Donc, après, la question de savoir s'il y a adhésion aux idées européennes, et l'aspiration européenne, le fait de demander et d'accéder à l'Union est déjà un signe d'une aspiration européenne et d'une reconnaissance de la volonté d'adhésion. On va faire réagir René Chiche et Mickaël Sadoun. Alors moi je vais répondre à la question que vous avez posée, Philippe et Cécile, concernant l'élargissement. Moi je ne suis pas opposé à l'élargissement, vu le contexte d'ailleurs actuel, puisque par exemple la Russie a attaqué l'Ukraine, entre autres parce que l'Ukraine aspirait à entrer dans l'Union européenne et ensuite à l'OTAN. C'est quand même l'une des raisons comme de cette attaque. Je pense qu'en plus l'Union européenne permet quand même de protéger face non seulement à la Russie pour des questions militaires, mais aussi face aux autres grands blocs que sont la Chine, les USA et l'Inde. Et l'Inde, faut pas l'oublier. Et l'Europe quand même réunie permet quand même de mieux résister à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau économique, au niveau numérique. Et dernière chose, on dit que parfois le fait d'être dans l'Union européenne empêche un nationalisme de certains pays, c'est-à-dire une aspiration nationale. C'est faux. Regardez la Hongrie et la Pologne qui sont dans l'Union européenne. Ça ne n'empêche pas d'avoir des politiques quand même très fortes en termes de nationalisme et de souverainisme. Donc moi je suis plutôt favorable à un élargissement. Ils subissent des sanctions quand même. Mais moi j'ai rien contre l'élargissement. Et j'entends ce que Madame dit et qui est intéressant sur les contreparties qui seront demandées au niveau politique ou économique. Je comprends aussi le signal politique qu'on a envie d'envoyer dans un certain contexte géopolitique en Europe.
Ceci dit, je suis pas sûr que le signal politique soit la meilleure raison d'intégrer un pays dans l'Union européenne. Et je m'explique, c'est que la communauté économique européenne intégrait relativement bien les économies jusque dans les années 80. Et puis dans les années 80, on a commencé à intégrer des pays pour des raisons politiques. L'Espagne après Franco, le Portugal après Salazar, ou la Grèce un peu plus tard. Parfois au prix, après les colonels, parfois au prix d'un maquillage des comptes publics qui a notamment été fait par Goldman Sachs, ça a été prouvé depuis. Et c'est à partir de ce moment-là où on a intégré des pays pour des raisons politiques, l'intégration des PECO en 2004 étant le summum de cette intégration pour des de l'Est et central pour les auditeurs. Exactement. C'est à partir de ce moment-là, je considère qu'il y a eu un dérèglement économique de l'Union européenne parce qu'on a fini par intégrer des économies qui étaient trop différentes. Et aujourd'hui, je constate qu'en effet, la Bosnie-Herzégovine est une économie qui n'est pas vraiment comparable à celle des pays d'Europe de l'Ouest. Le revenu moyen y est 4 fois inférieur. Et j'ai peur que ça ne crée des déséquilibres qui fasse marcher l'Europe encore moins bien. Donc le signal qu'on a envie d'envoyer à la Russie d'une Europe forte et unie, on va envoyer finalement le signal d'une Europe désunie et faible. Sandrine Gaudin. Alors, la Bosnie-Herzégovine n'entre pas demain matin dans l'Union européenne. Elle va suivre un long processus de négociation, de discussion. Ça peut durer combien de temps, pardon ? Ça peut durer combien de temps ? Alors, avec les voisins de la région des Balkans, cela dure depuis déjà près de 20 ans, près de 15 ans pour certains d'entre eux. Donc, il y aura peut-être, compte tenu du contexte géopolitique que vous avez bien décrit, il est clair qu'il y aura peut-être un effort supplémentaire pour accélérer un petit peu plus le processus. Parce qu'il faut absolument que ces pays voisins restent dans le giron européen pour éviter l'influence russe, et vous en avez parlé fort justement. Mais le processus reste long et contraignant et exigeant. Et nous avons les moyens, je dirais, la Bosnie c'est 3,5 millions d'habitants, hein, si on ne parle que de la Bosnie. La région, voilà, c'est pas... L'Ukraine sera sans doute un enjeu beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans le cadre de l'élargissement, et à chaque fois, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un élargissement, souvent motivé d'ailleurs par des raisons politiques, voire géopolitiques aussi, il y a eu une avancée, un approfondissement de l'Union européenne, une réforme des traités pour adapter les institutions, et c'est bien pour ça que là aussi, l'élargissement prochain, qui sera sans doute plus complexe, peut-être un peu plus massif, en raison de l'arrivée de l'Ukraine notamment, nécessitera en parallèle une réforme des institutions profondes, une réforme des politiques. On voit déjà l'influence des produits ukrainiens sur les marchés agricoles de l'Union européenne, et nécessitera une meilleure capacité de l'Union européenne pour absorber, je dirais, elle aussi, ce choc-là. S'agissant des divergences macroéconomiques et des niveaux de vie qui sont différents, c'est évident. C'est évident qu'il y a aujourd'hui un écart énorme entre la Bosnie-Herzégovine et la France ou l'Allemagne. C'est clair. Mais justement, il y a des outils, il y a des fonds de cohésion de l'Union européenne, il y a des prêts de la Banque européenne d'investissement, des prêts de la Commission, des prêts de la Banque de développement du Conseil de l'Europe pour aider à rehausser le niveau d'investissement de ces États, les ramener aux standards européens et faire en sorte qu'il y ait une convergence plus grande. Après, cela prend des années, cela prend des années encore une fois, avant l'entrée effective. Et après l'entrée dans l'Union, il y a aussi un certain temps avant que les nouveaux membres arrivent au même niveau que les États les plus anciens. Et pour cela, il y a des périodes de transition qui sont prévues pour toute une série de politiques. Merci mille fois, Sandrine Gaudin, responsable du laboratoire des idées au Mouvement européen France, vice-gouverneur à la Banque du développement du Conseil de l'Europe et ancienne secrétaire générale aux affaires européennes du gouvernement. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Mickaël Sadoun, Philippe, beaucoup. David, on se retrouve lundi 17h avec un immense plaisir. Ouais, merci Thibaut, notre réalisateur du jour, qui s'est plutôt pas mal débrouillé. Très bien, très bien. Il a fait 4 erreurs. On embrasse Benoît. On embrasse Benoît qui a pris quelques jours de vacances d'ailleurs. Voilà, on l'embrasse. Et merci Aude et merci Aurore et merci Eve et Félix bien sûr pour cette semaine. On vous retrouve lundi, on vous souhaite un très très bon week-end. Et tout de suite, ballon ovale, Ovalie, Sud Radio Rugby. Allez, salut. Bien dans mon